Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'aurai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie de Samuel Mpaye, le docteur Samuel Mpaye, on ne prononce pas? Il n'y a pas le M non plus, c'est comme si vous appréciez quelque chose, vous voyez, comme quelque chose de délicieux. D'accord. D'accord, mais comme je ne sais pas dire, donc le docteur Paille. Ah, la jalousie, la jalousie. Bonsoir docteur, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite bien évidemment une belle émission. Bonsoir Cindy, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde, ça va bien. La semaine a été bien chargée. Et puis je voulais souligner que hier c'était la journée mondiale des océans. Donc, des quoi? Des océans. Ah, des océans. Des océans. Oui. Et c'est la période de pondage des œufs des tortues. Et j'espère que les Martiniquais seront respectueux vis-à-vis de cette petite créature qui vient sur nos plages pour pondre leurs œufs. Soyez discrets. Votre semaine a été chargée de quoi? De travail ou de loisirs? De travail, oui, monsieur. Ça m'arrive de travailler aussi. Ça vous arrive, d'accord. J'aime bien vous l'entendre dire. José Charlotte. Oui, alors... Attendez, laissez-moi vous dire bonsoir. Voilà. C'est automatique, c'est systématique, c'est instinctif. La prononciation n'a plus d'intérêt, ça c'est évident. Oui, alors je dis bonsoir à toute la population, hein, et particulièrement les vacanciers, voire les expatriés qui sont en train de revenir, qui sont présents déjà parmi nous et qui bénéficient bien entendu de la pluie et de la brume de sable et exceptionnellement des sargasses. Bonsoir docteur Montezum, comment allez-vous? Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir monsieur Laouché. Docteur, je vous sais intelligent, perspicace, et monsieur Charlotte vient de parler d'expatriés. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Des expatriés. Oui, vous n'avez pas entendu des expatriés? Oui, déjà. Ah, je crois qu'il parle des gens qui étaient partis et qui maintenant reviennent. D'accord, mais pourquoi c'est des expatriés? Eh bien, ils sont partis, je suppose, de la patrie. Et ils arrivent où? Chez eux, dans la patrie. Donc, ils sont allés dans la patrie, ils reviennent dans la patrie. C'est marrant. Le monde s'embrase. On a beaucoup parlé de l'Ukraine. On a beaucoup parlé, on en parle moins, mais en Afrique, au Congo, au Soudan, au Niger, au Tchad, au Mali, il y a des guerres un petit peu partout. Maintenant, on parle beaucoup de l'Iran, d'Israël, des États-Unis. Le monde s'embrase, est en train de s'embraser. Il y a un organisme qui a en principe pour mission de faire en sorte que la paix règne dans le monde entier. Ça s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qu'elle fait, cette organisation? À quoi elle sert? Le général de Gaulle, à l'époque, avait parlé de machin. Est-ce que c'est effectivement un machin qui ne sert à rien d'autre que de payer déjà à ne rien faire? C'est le docteur Mpaye qui veut en parler. Oui, je veux en parler sur ce qui se passe actuellement. C'est vrai que nous sommes assez interloqués. Parce que d'habitude, quand on parle de conflits internationaux, de problématiques qui concernent finalement la planète tout entière, on avait tendance à entendre le Conseil de sécurité s'est réuni et éventuellement les États-Unis mettent leur veto, ou la Russie met son veto, ou la Chine met son veto. Le Conseil de sécurité, c'est quoi? Le Conseil de sécurité, c'est... de l'ONU. C'est au niveau de l'ONU, oui, c'est-à-dire que c'est un conseil de 5 membres, hein, 5 membres permanents et puis des membres non permanents. Les 5 membres permanents, c'est la Chine, la France, la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est ça, tout à fait. Et il y a des membres non permanents qui font des rotations et qui permettent comme ça de régler au plus vite les affaires du monde. En général, c'est comme ça que cela a été défini à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il existait une précédente organisation qui s'appelait la Société des Nations, qui avait bien concouru à répartir et à bien subdiviser notamment notre pauvre continent africain. Donc à la suite de cette Seconde Guerre mondiale et la fin de cette Seconde Guerre mondiale a été mis en place un nouvel ordre mondial
sur lequel vraiment étaient basés ces rapports qui permettaient ainsi de pouvoir régler de façon équilibrée, plus ou moins, les problématiques du monde. Or, qu'est-ce qu'on constate? En fait, on constate que depuis la deuxième guerre d'Irak, hein, avec les fameux mensonges de notre cher général à l'ONU, prétextant que les Irakiens avaient acquis la fameuse bombe atomique, n'est-ce pas, nous présentant les fioles là, en disant que c'était la raison pour laquelle ils intervenaient pour une deuxième fois en Irak. Finalement, on se rend compte que l'ONU ne sert pas à grand-chose puisqu'elle n'impose ou ne participe finalement à aucune position. Au contraire, elle n'a fait que être substituée finalement par des intérêts finalement nationaux au profit des intérêts finalement des peuples. Parce que au-delà de ça, de tout ce qu'on peut dire, l'Organisation des Nations Unies, c'est d'abord l'organisation des peuples à l'intérieur d'un organisme pour pouvoir justement gérer les régulations et les problématiques qui s'y posent. Ce phénomène s'aggrave encore plus. On a pu le constater, la problématique de la Libye, on a pu constater la problématique de ce qui se passe au Soudan, de ce qui se passe actuellement, et j'en parle notamment au Congo. Vous savez qu'il y a une guerre entre le Congo et le Rwanda, une guerre dont on ne parle pas et qui fait pourtant des milliers de victimes pratiquement chaque mois, avec des déplacements et des déplacés qui sont, et dont on sait très bien que les principaux acteurs de cette guerre sont bien évidemment les États-Unis, la France, la Chine, qui ont pour intérêt aller chercher ce qui fait nos portables aujourd'hui, c'est-à-dire le coltan, puisque c'est dans cette région-là qu'est principalement produit ce minerai. Excusez-moi, les Africains n'ont aucune responsabilité dans le toujours. Bien sûr qu'il y a des responsabilités. Vous êtes en train de dire que c'est la France. Ce que je veux dire, c'est que on a notre responsabilité, mais le problème, c'est que ce n'est pas nous qui produisons les portables. Bien évidemment, s'il n'y avait pas de portable, si c'était où les portables n'avaient pas été créés, il n'y aurait sans doute pas de guerre dans cette partie-là du monde. Donc il y a de guerre dans cette partie-là du monde parce que certains ont besoin de la matière première. Ils vont inciter les peuples de ces endroits à se faire la guerre pour pouvoir tirer meilleur profit, à bas prix d'ailleurs, puisque c'est les armes contre le minerai, et à faire en sorte que les guerres se déploient telles que se déploient là. Et puis on voit aujourd'hui ce qui se passe entre Israël et puis Gaza, puis entre Israël et l'Iran, qui conduisent aujourd'hui à ce qu'on déclenche des guerres uniquement parce que tel ou tel ne me plaît pas, ou tel ou tel dit qu'il va m'exterminer ou m'éliminer, ou parce qu'on estime que sa sécurité est grandement menacée. Et donc du coup, on va anticiper les guerres et les faire sans passer finalement par cette organisation qui permettait, je pense, de gérer un certain nombre de conflits. Et j'estime que si nous continuons dans ce cadre-là, on a vu en Russie aussi, il n'y a pas longtemps, où on déclare la guerre à ses ennemis sans savoir, sans passer par un organisme, au moins pour pouvoir régler le conflit en amont. Je pense que si on continue comme ça, demain, sur toute la planète, je pense au Venezuela avec le Suriname pour une histoire de pétrole, demain, il pourrait y avoir une guerre pas très loin de chez nous ici, qui ferait exactement les mêmes dégâts. Donc je pense qu'on a intérêt ici à se poser les bonnes questions, de savoir quel est l'intérêt pour des peuples, de voir ainsi l'ordre international que eux-mêmes ont mis en place, parce qu'il ne faut pas oublier que cet ordre international a été mis par les Américains et par les Européens, à devoir aujourd'hui le bafouer, le contourner, et à mettre ainsi en insécurité finalement les peuples que nous sommes, les voyageurs que nous sommes. Voilà, c'est ça qui moi m'interroge, et toute la planète. Vous voulez parler? Oui, je voulais parler. Je voulais dire que déjà, les membres de l'ONU qui constituent... membres permanents. Les membres permanents qui constituent le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité. C'est une moche. Ce sont tous, vous avez bien vu que la majorité des pays, ce sont des pays de l'Occident. Et ça ne m'étonne pas qu'ils ne disent rien, puisque c'est leurs propres intérêts qui protègent en réalité. Donc honnêtement, je pense que l'ONU ne remplit plus du tout son travail de protéger les nations, voilà, parce que c'est ça son travail. Surtout qu'il y a eu des guerres, selon moi, qui n'ont pas du tout été parlé, pas du tout été débattu. L'ONU n'a rien dit, par exemple, sur ce qui se passe avec l'Israël et tout ça. Il s'est complètement tu à ce sujet-là, alors qu'en réalité, ce qui se passe là-bas est très, très, très grave. Et je pense qu'il faut... Si aujourd'hui l'ONU ne remplit plus ses tâches, alors est-ce qu'il faut détruire cette organisation puisqu'elle ne sert plus à protéger les nations? Ou est-ce qu'il faut répartir les forces? C'est-à-dire que les membres permanents sont principalement des pays de l'Occident et nous avons la Chine qui est quand même mastodon économique. Donc je pense que peut-être qu'il faudrait peut-être répartir mieux les membres permanents pour un meilleur équilibre.
José Charlotte. Oui, alors, que dois-je dire sur l'ONU? Alors, bien entendu, l'ONU, en matière de droit international public, l'ONU est un organisme créé par un certain nombre d'États pour garantir la stabilité des pays et notamment par le biais de ce Conseil de sécurité pour garantir la paix entre les nations. Bon, il est bien évident que l'ONU a un mode de fonctionnement, un mode de vote qui, dans le passé, avait une certaine efficacité, un certain nombre de valeurs, mais avec l'usure du temps, on a constaté que les membres permanents du Conseil de sécurité qui, eux, ont le droit de veto, c'est-à-dire le droit de bloquer une décision quand bien même que la majorité est votée dans un sens, on constate que ces membres permanents sont, entre guillemets, quasiment sous l'influence des pays puissants, des puissances financières, des rapports financiers internationaux qui, en quelque part, modifient les décisions ou créent une certaine inertie dans la présentation des décisions par lesquelles ils doivent se prononcer. Bon, aujourd'hui, en 2025, nous ne sommes pas dans le même contexte que dans les années 50. En effet, dans les années 50, on pouvait dire que quand le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait, il prenait une décision pour éteindre un conflit entre deux États et il mettait la pression pour que les États arrêtent la guerre en proposant des décisions. Mais il s'avère qu'avec l'usure du temps, on se rend compte que les membres permanents du Conseil de sécurité, entre guillemets, sont-ils si crédibles que ça? Aujourd'hui, même s'ils veulent présenter, disons, des décisions, est-ce qu'aujourd'hui, on va laisser la Russie présenter une décision au Conseil de sécurité, sachant que la Russie elle-même, elle est en difficulté avec l'Ukraine? Est-ce que aussi, par exemple, certains pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient ou de l'Extrême-Orient qui sont en guerre, quand bien même qu'ils ne soient pas membres permanents du Conseil de sécurité, ils ont des accords internationaux, des accords puissants avec ceux qui sont membres. C'est comme certains pays de la Caraïbe, mais certains pays de la Caraïbe ne font pas partie du Conseil de sécurité de l'ONU, mais ils sont adhérés par groupement derrière un des membres. Donc si en contrepartie, le membre auprès duquel vous avez contracté, il va dans un sens, vous n'avez pas la possibilité, disons, de le contraindre, de le contrarier, parce que vous-même, en retour, il va vous sanctionner. Donc, in fine, je pense quand même que le droit international, aujourd'hui, a besoin d'un nettoyage, d'un certain toilettage pour mettre le pouvoir au centre de l'efficacité des décisions en vue d'obtenir la paix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Montezuma. Écoutez, la Société des Nations, c'est après la Première Guerre mondiale. Ouais. Et puis, elle s'est rendue incapable de régler les conflits entre les deux guerres, puisque ça n'a pas empêché, je crois qu'il y a un exemple retentissant sur l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié, qui a été attaqué par l'Italie, alors que, bon, la Société des Nations n'a rien pu faire. Alors, à la fin de la Deuxième Guerre, on a créé un autre organisme, l'ONU, qui, comme vous avez dit, a relativement bien marché pendant 20-30 ans, et c'est encore, comme la première, enlisé, et avec des côtés pervers, avec l'Amérique qui domine tout. Et il est effectivement question depuis quelque temps de rénover tout ça. Alors il y a deux choses qui se dessinent, ce sont les BRICS d'un côté qui se dessinent là actuellement, mais il y a aussi... Excusez-moi, les BRICS c'est quoi? Les pays émergents. C'est un certain nombre de pays. Émergents. Non. Le Brésil, l'Inde. C'est un groupement de pays qui créent une monnaie.
Oui, bon, ben, ce sont les pays émergents. Ils ont pas encore créé de monnaie. On doit de créer une monnaie. Oui. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est une nouvelle force. C'est une nouvelle force qui par rapport à la force occidentale de se mettre en place pour pouvoir créer des échanges commerciaux. C'est ça. Mais en dehors du fait qu'il y aura probablement un nouvel ordre international, les gens pensent également que le fonctionnement de l'ONU n'est pas démocratique et qu'il faudrait y adjoindre beaucoup plus de pays. Mais bien sûr. Et que ces pays aient droit de vote beaucoup plus important que ce qu'ils l'ont pour remettre un équilibre de cette démocratie qui n'est plus une démocratie. Puisque alors qu'il n'est pas une démocratie, c'est la décision des États-Unis qui compte. Oui. Elle dit oui, c'est oui, elle dit non, c'est non. Ou le silence. Je dirais même plus, je crois qu'elle procède surtout de la désintégration progressive des autres. Voilà, de certains États qui avaient... Par exemple, la France. La France, exactement. C'est-à-dire que, moi je me souviens, je ne vais pas raconter ici mon existence, puisque j'avais un oncle qui était un ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, et je me souviens que les ordres pour voter, quand il s'agissait de prendre des décisions au Conseil de sécurité, c'était des ordres qui venaient, on me disait il fallait voter ça, et puis il fallait voter ça sans savoir exactement. Je vous dis ça parce que c'est des discussions que nous avons eues, où on vous disait de voter ça parce qu'on avait décidé que c'était ça et vous deviez suivre. D'accord, vous n'aviez pas le droit de faire l'inverse. Ce qui d'ailleurs aujourd'hui est assez différent, puisque lors du dernier Conseil de sécurité, justement, où on décidait sur la guerre d'ailleurs d'Israël et Gaza, chaque pays africain avait décidé finalement de voter selon ses intérêts propres et non plus selon les intérêts de pays colonisateurs. Donc ça veut dire que là aussi, il y a un ordre mondial qui change. Et que cet ordre mondial fait aujourd'hui qu'il n'y a que les intérêts finalement personnels ou propres de chaque pays qui comptent et non plus les intérêts finalement du groupe nation que nous formons. Je voulais dire quand même que les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ça fait quand même pas mal de pays puissants. Alors on est resté à BRICS, mais en fait il faut rajouter l'Arabie Saoudite, parce qu'ils ont mis l'Arabie Saoudite, ils ont rajouté le Nigeria aussi. Donc ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc c'est puissant quand même. Le Nigeria, c'est très puissant. Pourquoi ils font rien? Ils font rien parce qu'en fait, économiquement, ils sont pas encore... Ils n'ont pas encore... par exemple, quand vous prenez l'Inde et la Chine, l'Inde et puis la Chine, ils ont quand même des intérêts divergents. Ils ont quand même, l'Inde et la Chine ont quand même des problématiques de frontières. Hein. Il faut quand même faire attention. C'est-à-dire qu'ils sont dans un intérêt économique puissant, c'est-à-dire de créer des liens économiques entre eux, mais il y a quand même des liens... militaires qui sont pas qui sont pas toujours difficiles, donc il n'y a pas une symbiose totale non plus entre ces pays de des BRICS. Donc ça nécessite encore... et puis c'est pas tout le monde qui siège au niveau du truc de sécurité. Il n'y a que la Chine qui est dans le Conseil de sécurité. De l'ONU. De l'ONU, oui. Il n'y a que la Chine qui est présente. Non, mais je veux dire, à côté de l'ONU, donc on peut parler des BRICS. Je n'arrive pas à comprendre que des pays comme la Chine ou l'Inde, qui ont plus de milliards d'habitants, 1,2 milliard, n'arrivent pas à se développer sur eux-mêmes. Ils aient besoin d'autres pays parce qu'ils ont un marché extraordinaire, ils ont un pays à développer, ils ont la technologie, la Chine est un pays technologiquement très développé. Pourquoi ils ont à ce point besoin de l'extérieur pour se développer? Parce qu'on vend. Vous avez besoin de l'extérieur, mais vous avez besoin de vendre. Vous avez besoin de vendre à l'extérieur pour faire de la richesse. Vous ne pouvez pas créer la richesse, vous ne pouvez pas seulement la créer en interne, puisqu'il faut que les gens de votre pays aient de quoi payer. Mais si vous ne développez pas une richesse à la fois externe de vente et puis d'interne... Si vous développez votre pays, vous employez vos ressortissants qui à ce moment-là ont l'argent qu'il faut pour acheter les produits qu'ils produisent. Non. Si vous ne faites travailler que vos ressortissants à l'intérieur du pays, vous ne développez pas de richesse. Non. Vous ne développez les richesses qu'en vendant ce que vous avez. Voilà, en vendant. C'est la vente qui fait la richesse. Ce n'est pas ce que vous développez à l'intérieur de votre produit. Il faut dire aussi que... J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Il faut dire... Vous n'avez pas compris. Comment ça, vous n'avez pas compris? Je veux dire que je suis la Chine. Oui. Je décide de faire un tas de blé. Oui. Bon. Et je vends le blé à ma population. Mais elle n'a pas d'argent. Non, mais je la recrute pour faire... Mais elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Mais je vous dis, non, je lui fais faire du blé. Oui. Bon, ensuite, tous les dérivés du blé. Je crée des usines pour ça. Oui. Et puis ils ont l'argent, parce que je les paye. Pourquoi? Mais non, ils n'ont pas votre argent, vous le sortez d'où? Je le fais, parce qu'il y a... vous créez votre monnaie. Si, à la vous limite. Vous mettez à injecter... Voilà ce qu'il veut faire. Il veut tourner la planche à billets chez lui. Voilà. Non, mais même sans... En économie internationale, en monétaire, le fait de tourner la planche à billets, quand en face, il n'y a pas d'équivalent en
propension marginale économique, son argent va se dévaluer à l'égard des autres pays qui vont travailler avec lui. Oui, mais je vous dis que vous faites une industrie. Il va faire ce qu'il a dit en Europe avant. En Europe, il y avait le franc, il y avait le franc, il y avait le Deutschmark, il y avait la monnaie italienne. Donc, il y avait des puissances, des commerçants, disons, des commerçants économiques qui agissaient sur une monnaie, qui affaiblissaient la monnaie, qui achetaient la monnaie à bas coût et que ça remontait, ils faisaient, comme ça s'appelle, des dévaluations monétaires. Oui. Et l'Europe a résolu le problème. L'Europe s'est regroupée et ils ont pris une monnaie commune. Mais si on fait comme lui il dit, c'est-à-dire faire tourner la planche à billets, enfoncer son économie et aller penser qu'ils vont acheter à l'étranger avec la monnaie de singe. Ce que je dis là ne marche pas parce que dans tous ces pays-là, il y a des gens qui ont intérêt, qui gagnent beaucoup d'argent dans le système actuel. Oui, mais on peut parfaitement changer de système. Et puis il faut dire aussi que les pays déjà développés, qui sont les pays occidentaux, ont quand même restreint le marché pour les pays en voie de développement. C'est-à-dire que les pays occidentaux, ils ont développé leur économie, ils ont développé de l'industrie en polluant. Aujourd'hui, les pays qui essaient de se développer, ils ont les contraintes environnementales à respecter aussi. Donc du coup, ça peut restreindre quand même le développement d'un pays. Personne ne peut donner d'ordre à la Chine aujourd'hui. Personne ne peut donner d'ordre à la Chine. Il n'y a pas les gonelles de l'environnement. La Chine, elle ne fait pas partie des gonelles de l'environnement. Elle fait ce qu'elle veut. Ah d'accord. L'Inde ne fait pas partie des gonelles de l'environnement. Elle fait ce qu'elle veut. La question de la monnaie, c'est ils vont convertir avec l'or. Ils vont mettre des lingots d'or en équivalent de billets. Qui polluent énormément. Oui, qui polluent énormément. Mais ils sont aujourd'hui, ils ont aujourd'hui des sanctions. Quand ils polluent trop, ils sont sanctionnés. Comment vous pouvez sanctionner la Chine? Mais si, ils sont sanctionnés. Comment ça? Ce que vous dites là. Le premier exemple, c'est l'Allemagne nazie. J'espère que vous savez ça. C'est quoi? Mais oui, en Allemagne nazie, quand Hitler prend le pouvoir et qu'en 2 ans, il n'y a plus de chômage, alors qu'il y avait un chômage énorme, c'est parce qu'il produit, il met tout le monde au travail et il produit. Oui. Mais il avait bien compris qu'à un certain moment, il ne pouvait pas se vendre à lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'il parle de son espace vital. Et son espace vital a amené la guerre. Oui, c'est ça. Sauf que je vous parle d'un pays où il y a 1,3 milliard d'habitants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Le phénomène est le même. Exactement le même. Le phénomène est le même. C'est-à-dire que... Non, mais ce que je veux dire, de toute façon, je veux dire quelque chose. Jusqu'à maintenant, il y a des gens pauvres en Chine. Mais oui, ils n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant pour acheter. C'est-à-dire que si vous produisez des produits, je dis une bêtise, vous produisez des téléphones, que les gens ne peuvent pas acheter. Et puis que c'est à 80 euros par an. Il faut créer une entreprise qui fabrique et puis que tu n'as pas le pouvoir d'achat pour acheter. Et employer ces gens-là. Il y a toute une industrie à inventer. Ce qui est important dans l'économie, c'est l'acheteur. Vous avez les le consommateur, oui. Donc, vous avez des consommateurs. Et donc, il faut les mettre au travail. Il faut le pouvoir d'achat. Je ne vais pas parler de ce sujet ici, parce que c'est très délicat, très compliqué. Les rapports internationaux d'échange, ça fait intervenir l'or, la valeur monétaire. Ça fait intervenir la balance monétaire internationale. C'est-à-dire, vous vendez plus que vous en achetez et il y a un delta positif, un delta négatif. Et ce delta négatif a une influence plus ou moins sur la dette. Enfin, c'est une chaîne, moi je ne vais pas en parler, c'est trop compliqué. Non, je vous dis que la Russie, la Chine aujourd'hui, c'est plus de personnes que les États-Unis, l'Europe en même temps et la Russie en même temps. Donc c'est un marché extraordinaire avec un tas de richesses, parce que la Chine est un pays qui est très étendu, donc il y a de l'eau, il y a tout ce que vous voulez. Il pourrait absolument se développer sans avoir besoin d'aller, excusez-moi l'expression, mais flatter les Américains pour que les Américains achètent leurs produits. Mais qui va acheter votre portable à 1000 dollars en Chine? Personne ne va acheter ce portable à 1000 dollars. Mais vous ne le faites pas à 1000 dollars, vous faites une économie qui vous convient. Oui, non, mais vous êtes chez vous. Non, mais ce que je dis, oui, il ne faut pas faire une économie qui vous convient. Vous faites une économie par rapport... Pourquoi on dit qu'elle est la deuxième puissance, la première puissance mondiale? C'est parce qu'elle se compare à l'autre. Pour se comparer à l'autre, il faut vendre les produits aux autres. À l'extérieur. C'est bien ce que je suis en train de dire. Il faut casser ça. On peut casser ça. Les capitalistes chinois et tout, aujourd'hui,
n'ont pas intérêt à casser ça. Mais on peut le faire, il n'y a aucune raison qu'on le fasse pas. Mais il n'a pas besoin d'être chinois pour ça. L'Inde, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'être chinois pour ça. Nous sommes en Afrique. Si nous nous mettons à produire le manioc de façon industrielle, si nous mettions à produire un certain nombre de produits, que nous sommes capables de créer une chaîne de valeur et de vendre ça déjà à l'intérieur de notre propre continent, ben voilà, évidemment qu'il y a le développement. Ben voilà. Bien sûr qu'on est d'accord pour ça. Jusqu'à la saturation. Le problème, c'est jusqu'à la saturation. Voilà. Mais il y a un moment où le pétrole, pour faire le manioc, il faudra du pétrole, il faudra une autre matière première que vous n'avez pas chez vous. Et à ce moment-là, vous entrez dans les rapports internationaux. Non, mais... Et puis... Pour l'acheter. Dans les pays en voie de développement, la classe... on va vous imposer de l'acheter avec l'argent de l'autre, avec le dollar américain. Dans les pays, je vais acheter dans les pays en voie de développement, la classe moyenne n'est pas tellement étendue. Et c'est la classe moyenne qui achète en réalité. Elle est assez étendue. C'est-à-dire qu'elle progresse énormément. Oui, elle progresse énormément. Parce que des entreprises extérieures se sont installées sur le territoire. Le problème, c'est le problème de la mondialisation. En réalité, notre problème, c'est le problème de la mondialisation. Voilà. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, il est là. C'est-à-dire qu'un Camerounais posé chez lui veut aussi avoir l'écran plat. Oui. Il veut avoir les 1068 chaînes. Mais je lui fais. Mais voilà. Moi, je suis chinois, je lui fais. Mais c'est la classe moyenne qui peut se permettre d'acheter ça. C'est la classe moyenne qui peut se permettre d'acheter ça. Mais la classe basse, elle peut pas consommer comme à l'occidental. Monsieur Laoché, bon, si à votre population, vous n'avez pas tout faire quand même. Oui. Bon. Si je peux tout faire. Non, vous ne pouvez pas tout faire. Je peux tout faire. Attendez, vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes obligé d'acheter à l'extérieur. Oui, bon, pour acheter à l'extérieur, vous êtes obligé de payer avec une monnaie. Vous avez que de la monnaie basée sur l'or. Oui. Hein? Oui. Bon, alors si vous n'avez pas de réserve de devises, vous ne pouvez pas acheter à l'extérieur. Les Américains. Attends, moi je ne vends pas, j'achète, mais je vends aussi. La puissance américaine. Vous les vendez que chez vous. Attendez, la puissance américaine, c'est qu'elle vend dans le monde entier. Exactement. Oui. Pourquoi moi, chinois, je fais ce que je dis là, mais j'ai un marché sûr qui sont Mais ils ont un marché. C'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font. Non, mais ils ne le font pas suffisamment pour développer le pays. À quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte. Ils sont super développés maintenant. Attends, la Chine se développe, mais on aurait pu se développer beaucoup plus, à mon avis. Vous n'êtes pas à la Chine, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, dépasser les États-Unis sur le plan international, ce qui est loin d'être le cas. Ils ont déjà déplacé les États-Unis. Ah non. Je me trompe. Le premier pays du monde économiquement, c'est la Chine. Le hard power, déjà la Chine a déjà le hard power supérieur aux États-Unis. Donc la Chine économiquement est supérieure aux États-Unis. Oui, la Chine est supérieure économiquement pour le moment. En termes de production. La Chine en termes de production. Et le soft power commence à se faire aussi. Les films chinois se développent beaucoup à l'international. Et de vendre dans le monde. Et se vendent dans le monde, exactement. Mais c'est une économie super. Mais la culture chinoise. Les Chinois vendent beaucoup plus dans le monde que les États-Unis. Bien sûr. C'est ça. Oui. Ils sont devenus des pays de consommateurs. Raison d'ailleurs pour laquelle Trump leur mène la guerre. Exactement, c'est pour ça qu'ils font la guerre. Parce qu'ils sont en train de s'enrichir, parce que le principe économique de l'équipe des pays, il faut exporter plus qu'on importe. Bien sûr. Dès lors que vous importez plus que vous exportez, vous vous appauvrissez tous les jours. Et du jour au lendemain, l'argent de l'extérieur viendra acheter le cas de la France. Et puis le soft power aussi se démocratise beaucoup dans les différents pays. C'est-à-dire que la Chine aussi vend sa culture. Aujourd'hui, les films chinois, il y a plusieurs films chinois qui sont consommés par les Occidentaux. Il y a aussi toute la nourriture asiatique qui inonde les supermarchés aujourd'hui. C'est pas avec ça qu'ils deviennent riches. Oui, mais il y a aussi une culture, il y a le soft power aussi. C'est ça la question. Mais il faut avoir une image positive à l'international aussi, c'est important. Comme les États-Unis, ils ont exporté leur culture, comme les hamburgers, comme les gros 4x4, ils ont exporté leur culture. C'est pas sérieux. Vous savez comme souvent ils sont pauvres. Mais non, mais c'est comment. Il n'y a pas que le hard power dans un pays, il y a aussi le soft power qu'il faut exporter. Pourquoi les produits chinois coûtent moins cher que tous les autres produits aux États-Unis? La main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre est bon marché. Voilà. Et donc, c'est ça qui est catastrophique. Ce n'est pas un pays qui se développe quand on se positionne dans un pays sous-développé pour que ses produits soient moins chers sur le marché international. C'est ce que fait la Chine en ce moment. C'est un avantage de départ. Il faut changer ça. Mais c'est un avantage de départ. Il y a longtemps que ça. Non, mais vous savez très bien. Quand les prix vont monter, le départ depuis longtemps. Ça a déjà commencé. Puisqu'ils commencent à délocaliser maintenant de la Chine vers le Vietnam,
C'est quoi délocaliser? Mais délocaliser les entreprises parce que la main-d'œuvre chinoise, elle aussi commence à coûter cher. Elle commence à coûter cher. Donc, ce qui fait que le bas de gamme aujourd'hui n'est plus produit systématiquement en Chine. Il est produit maintenant vers des sous-traitants vietnamiens ou thaïlandais ou cambodgiens. Et qu'aujourd'hui, la Chine fait de plus en plus de la qualité au détriment de ce qu'elle a fait avant. Donc, du coup, sa main-d'œuvre aussi coûte de plus en plus cher. Donc, du coup, ça revient à ce que vous dites. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est que petit à petit, eux aussi font monter leur production en haut de gamme et vont finir par avoir les mêmes, pratiquement les mêmes rémunérations que l'ouvrier, d'ailleurs, qu'ils freinent à quatre pattes parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ça leur revienne trop cher parce qu'ils risquent de perdre toutes leurs entreprises. C'est à vous, c'est à nous aussi d'avoir cette façon de fonctionner pour garder les entreprises chez nous. Ce que nous n'avons pas fait puisque nous n'avons plus pour exporter chez eux. Aujourd'hui, on se plaint. Même de Dolipo, on sait qui. On sait qui. Nous, les Français. Ah, je crois que c'était nous, la Martinique. Non, nous, les Français. Alors, pourquoi nous sommes pauvres? Nous avons connu ça dans l'histoire économique. Au départ, c'était l'Europe était riche. Après, c'est les États-Unis qui ont récupéré la masse financière, la richesse, la production économique. Après, c'est parti au Japon. C'est les Japonais qui produisaient des choses intéressantes, qui ramenaient tout l'argent chez eux. Après, ça a fait un petit tour en Chine. Et après la Chine, ça sera autre part. Ça a revenu en Europe. Heureusement qu'on est européen. Avant, c'est un exemple. Par exemple, les Japonais. Avant, c'était en Égypte. Hein. Les Japonais ont inondé le monde entier de leurs voitures. Oui. À un moment. Oui, ça continue. Les Toyota. Attendez, s'ils avaient gardé les voitures au Japon, ils s'enrichissaient pas. Ils s'enrichissaient pas. Il faut vendre les voitures pour avoir de l'argent. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire que vous êtes assuré d'un marché intérieur, que vous êtes très nombreux, et puis vous exportez. Et c'est ce qu'ils font. Hein. Bon, laissez-moi vous dire. Oui, compliqué que ça. On va complètement changer de niveau. Alors, on va passer avec le niveau. De niveau intellectuel? Oui, c'est pour ça. C'est exactement pour ça que je veux. Ça me surprend un peu de lui. Vous excluez. Non, je veux changer de niveau intellectuel. On était déjà dans un niveau de droit international financier, d'économie internationale, de balance commerciale internationale, de monétaire. C'était de haut niveau. On était déjà en apnée. Là, on va changer de niveau complètement. Et c'est pour ça que je ne vais donner la parole ni à Cindy, ni à José, ni à Samuel. Je vais donner la parole au docteur Montezum pour élever le niveau. Prix Nobel de la science. En effet, il va nous parler du chlordécone, puisque c'était une réunion il n'y a pas longtemps, et également des sargasses. Oui, alors oui. Hier, vous avez eu le courage. Hier, j'étais invité au COPIL. Qu'est-ce que ça veut dire COPIL, monsieur Lanchet? Non, je ne sais pas. Vous allez me dire? Quoi? Journaliste. Non, mais il passe son temps à essayer de me piéger. Sur la chlordécone. Je ne sais pas. Autrement dit, vous avez eu un plan chlordécone 4. Un comité de pilotage, c'est ça? Un comité de pilotage. Attendez, il n'est pas journaliste pourtant. C'est donc un comité de pilotage du plan 4 chlordécone. Présidé bien entendu par monsieur le préfet. D'accord. Et vous savez aussi qu'il y a une dame qui est au niveau ministériel chargée des 80 millions qu'on a mis pour la Guadeloupe et la Martinique pour ce problème de chlordécone. 80 millions. Et régulièrement, on fait des copiles pour informer les gens qui sont intéressés par cette question à la Martinique. Alors, la première question, est-ce que tout le monde est intéressé par cette question? Alors, vous avez tous les grands services de l'État, vous avez les services des collectivités, l'association des maires, vous avez la CTM, enfin, vous avez tous les gens intéressés par ce problème de chlordécone. Les collectivités, la Chambre d'agriculture. Alors, et voilà. Et vous avez également toutes les associations qui viennent, comme la mienne. Moi, je suis l'association de pêcheurs en rivière. Vous avez la Soupama, vous avez les pêcheurs en mer. Vous avez tous ceux qui militent pour ce problème de chlordécone, pour essayer de résoudre ce problème. Et j'ai d'abord remarqué que la moitié des chaises étaient vides. Donc, il y avait combien de chaises? Non, mais je veux dire, à peu près, donc tout ça va encore. Donc vous étiez une centaine. Oui. Donc, il y avait 100 chaises
et la moitié. Donc 50. Non, il a dit qu'ils étaient une centaine. Non. Donc il y avait 200 chaises. Non, il y avait 100 chaises. Et 50 personnes. Et il y avait 50 personnes présentes. Voilà. Ça, c'est à vue d'œil. Il y a au moins 50 associations. Pardon? Il y a au moins 50 associations. Ah oui, il y a beaucoup d'associations. Il y a beaucoup d'associations. Bon, alors, finalement, ils n'étaient pas là. Alors, pourquoi ils n'étaient pas là? On peut en discuter. Bon, mais pour ceux qui étaient là, alors, bien entendu, ceux qui étaient présents, vous avez bien compris, c'est les services de l'État, c'est les services des collectivités, etc. Et il y avait 3 de nos élus, gros élus, il y avait la députée, puisque je crois qu'il n'y en a qu'une. Hein, alors, donc, une fois quand j'ai dit là, je l'ai nommée. Et elle est très active. Attendez, pourquoi on ne la nomme pas? C'est ça, pourquoi on ne la nomme pas? Mais non, mais vous pouvez la nommer. C'est qui? Mais dites-la. Madame Bellé. Madame Bellé. Elle est très active. Et il y avait Giovanni William également. Il était très actif. Que j'ai retenu parce qu'il a beaucoup parlé. Alors qu'on parlait de Claude Déconne, il a beaucoup parlé de Sargas, en disant que c'était un fléau aussi important, maintenant qui était devenu aussi important. Et la troisième personne importante au niveau politique? La troisième personne importante, il y avait 3 personnes importantes, 3 élus importants. Oui, il y avait Madame Bellé. Madame Bellé, M. William. Monsieur William. Il y avait aussi celui qui représentait les maires de Fort-de-France. Les maires de la les maires des communes, l'association des maires. M. Pamphile. Pamphile. D'accord. Alors, ils sont très actifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors, ils ont présenté un petit peu l'étude. Ils ont fait une étude de savoir combien de Martiniquais sont touchés par la chlordécone, parmi ceux qui ont fait le test. Alors, parmi ceux qui ont fait le test, vous avez à peu près, je vais dire, 45 000 personnes qui ont fait le test. Et ceux qui sont positifs à 1 degré, où on peut dire que... 0,4, oui, au-dessus de 0,4. Au-dessus de 0,4. C'est significatif. Il y en a qu'à peu près, on va dire 14 000. C'est-à-dire 15%, grosso modo. 15% détestés. Oui. Non, peut-être à ce taux-là, qui a dépassé ce taux de 0,04. 15% des personnes plus de 0,4. Oui, voilà, ont plus de 0,4. Ce qui fait 14 000 personnes, grosso modo. Alors, donc, vous voyez que c'est on est quand même loin, parce que nous sommes quand même 360 000. Donc on n'a pas encore testé la moitié quand même. Hein? Est-ce qu'on a fait le quart? Non, on n'a pas fait le quart non plus. Alors si vous avez dit il y a 45 000 tests, il y a 14 000 qui ont été positifs, ça fait plutôt 30%, hein? Ça ne fait pas 15%. Hein? 33%, oui. Bon, en fait, plutôt 15%. Nous sommes dans ces eaux-là. 30%, oui. Ouais, dans ces eaux, plutôt dans 30% que 15%. Hein? Nous sommes dans ces eaux-là. Bon, alors, le problème, c'est que, enfin, moi, personnellement, je participe avec mon association, hein, puisque cette année, nous avons beaucoup travaillé sur les rivières et beaucoup travaillé sur la prévention. Nous avons même fait des petites vidéos qui sont passées au cinéma, qui doivent d'ailleurs continuer à passer à KMT, etc., sur lesquelles nous disons à la population de ne pas consommer ce qu'on pêche dans les rivières, aussi bien les écrevisses que les poissons, parce qu'ils sont hautement contaminés. Ce n'est pas toute la Martinique qui est contaminée. Une bonne partie de là où les gens pêchent, c'est contaminé, particulièrement, vous le savez, l'Amanzo, puisque à l'Amanzo, il y a les grosses écrevisses qu'on appelle Kérax, et on appelle les écrevisses à pêche rouge, et que les Martiniquais pêchent ça, mangent ça, et le vendent aussi aux François, ils en vendent régulièrement aux gens. Nous avons vraiment... Et c'est cette année de leur dire de ne pas consommer ça, parce que c'est hautement contaminé. Et ça concentre dans son céphalothorax des quantités énormes de chlordécone. En tout cas, moi, j'ai retenu quand même 2 choses, hein, pour aller à l'essentiel. C'est que, bon, finalement, même quand il dit, monsieur le préfet dit que il a fait beaucoup de recherches dans l'alimentation qu'on met sur le marché, je ne suis pas convaincu.
Pourquoi? Parce que je ne sais pas où il les fait. Il dit qu'il les fait là où on vend, par exemple, les légumes à la Martinique. Je ne sais pas, mais moi, tous les samedis, je vais acheter des légumes sur les marchés de Fort-de-France. Et ces gens qui sont là n'ont pas été contrôlés. Donc, il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Là, hein. Donc, jusqu'à maintenant, c'est mal fait. C'est mal fait. La deuxième chose que j'ai retenue, et je vais conclure sur ça, pour qu'on puisse un peu échanger, c'est que ils en sont toujours à dire à la population que la population peut consommer des produits qui ont moins de 20 microgrammes. Et ça, je trouve ça affreux de dire ça aux gens. On ne peut pas dire à une population comme la population martiniquaise, vous pouvez manger des dachines, des patates douces, etc., des ignames, à partir du moment où ils ont moins de 20 microgrammes. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce que dans les autres pays européens, par exemple, quand il y a la vache folle, on tue tous les bovins. Ils ont tué 20 millions de canards parce qu'il y avait la grippe aviaire. On ne peut pas, dans certains pays européens, dire aux gens de ne pas manger quand ils sont, quand la volaille, par exemple, est contaminée, et laisser manger, par exemple, à la Martinique, des bovins qui ont mangé une herbe contaminée parce que l'eau de la manzo qu'il a irriguée a contaminé l'herbe. Hein? Bon, on ne peut pas faire ça. Bon, alors, donc, ce qu'il faut savoir pour quand même terminer sur un peu positif, c'est que vous savez quand même que les médecins martiniquais ont mis en place un protocole de détoxication de la chlordécone. Donc, il y a des consultations au CHU, par exemple. Il n'y a pas qu'au CHU. Mais au CHU, il y a une consultation pour la chlordécone qui permet aux gens qui sont contaminés d'accéder à la diététicienne qui vont leur expliquer quoi manger, quoi ne pas manger, s'ils veulent se détoxiquer sur, quand même, il faut faire ça pendant au moins 6 mois, si vraiment on veut avoir un résultat. Une seconde, juste. Vous avez dit détoxiquer, c'est ça le mot français, détoxiquer. Bon, si lui il a du chlordécone, et elle aussi, est-ce qu'ils auront le même traitement pour se détoxiquer? Ah oui, après, dans l'alimentation, oui, c'est-à-dire que les conseils qu'on va lui donner à elle et à lui, ce sont les mêmes conseils. On va lui dire ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter. Par exemple, il ne faut pas acheter des choux de Chine qu'on a cultivés dans des terres contaminées. Hein. On va leur dire que quand ils veulent l'éplucher, il faut l'éplucher avec une grosse peau. Et on va leur dire quels produits ne pas trop manger. Par exemple, les poissons, tout le monde sait qu'il y a une petite contamination. Donc on dit mangez-en 2 fois par semaine. Et puis on va lui dire quels sont les produits détoxicants que vous mangez et qui peuvent faire éliminer rapidement. Pourquoi vous dites on va lui dire? Pourquoi on ne le dit pas déjà? Non, mais on le dit déjà. Je vous dis que c'est la diététicienne qui le dit. Mais je suis en train de vous dire pourquoi c'est la diététicienne qui le dit. Parce que c'est elle la spécialiste. On le dit aussi, non, quand on vous donne le résultat, par exemple, de chlordécone. On ne dit pas. Attendez, dans le résultat de chlordécone, quand on vous envoie le résultat de chlordécone... On vous dit de contacter la diététicienne. Non. Dans les papiers qu'on vous envoie des résultats de chlordécone, vous avez tout un... Mais je l'ai reçu, mon résultat. Je ne sais pas comment vous l'avez reçu. Normalement, si c'est un résultat que vous avez récupéré dans un laboratoire, vous avez, à la suite de votre résultat, un certain nombre de recommandations avec les produits d'ailleurs qui sont à la fois écrits et puis dessinés sous forme de photos, où on vous dit ce que vous pouvez manger. Si tu n'as pas reçu, c'est que le laboratoire sur lequel tu as travaillé n'a pas fait ce qu'il fallait. J'ai eu le résultat et après, on vous dit si vous avez un taux plus élevé de 0,04, contactez tel numéro. Donc vous n'avez eu qu'une seule feuille. Donc je n'ai eu qu'une seule feuille. Bon, j'ai eu les résultats et puis une feuille derrière disant contactez tel numéro pour la diététicienne et prenez rendez-vous. Donc ils n'ont pas fait le travail comme il fallait. Je répète encore que logiquement, tu as une feuille qui te donne le résultat de ton dosage de chlordécone et tu as ensuite 2 ou 3 feuilles, c'est même 3 feuilles, dans lesquelles on te dit les produits que tu peux manger, qui sont en forme de comme une espèce de dépliant, d'accord, et qui te dit tu peux manger ci, tu peux manger ça, ça vous devez éviter, ça vous devez éviter, ça vous devez éviter. Non, en tout cas, pour tous les résultats que j'ai eu au Robert, c'est comme ça. Je sais pas, peut-être que vous êtes dans une autre ville, dans un autre pays, mais là je peux pas. C'est que moi j'ai reçu, c'est les résultats, et après on vous dit si vous avez un taux supérieur à 0,4, contactez tel numéro, la diététicienne, allez sur le site www pour voilà. Sa consultation est gratuite. Hein. Oui, tout à fait. Moi, oui. C'est pas le problème de la gratuité, c'est le problème
la disponibilité. Oui. Il y a actuellement, d'après les chiffres que vous donnez, près de 110 000 Martiniquais qui ont trop de chlordécone dans le sang, normalement. Oui. Mais c'est grave, c'est super grave. C'est super grave. Il faut trouver des solutions. Je veux dire, comme on sait comment détoxiquer ces gens-là, il faut leur faire parvenir. Il faut sortir ça dans les journaux, dans les télévisions, partout. Alors, comme ça, c'est exactement que faire. La question, c'est est-ce que les Martiniquais appellent la diététicienne? Mais non, on n'a pas besoin. Non, il faut arrêter. Non, mais attendez, mais dans les résultats, on vous dit d'appeler. On vous demande d'appeler. Ça ne va pas marcher. Il y a 100 000 personnes, il y a 3 diététiciens. Ça ne va pas marcher. Donc il faut que ce soit un truc public, quoi. Comme on me donne le truc en télé, on me dit il faut que tous les soirs, à telle heure, vous disiez aux gens ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. C'est un truc d'utilité publique, ça. Moi, mon problème, c'est que je suis surpris qu'on dise qu'il y ait 80 millions. Mais moi aussi, ça m'a choqué. 80 millions, ce n'est pas une petite somme de budget, d'accord? 80 millions d'euros. Pour deux, hein? Pour le chlordécone. Pour deux, ça fait 40 millions à peu près. Oui. Ok. Vous pouvez me dire qu'avec 40 millions, on n'est pas capable de faire des tests sur tous les produits qui sont vendus dans les étals en Martinique tous les jours? Parce que ça devrait être une obligation. Moi, c'est ça qui me gêne. Si nous avons la capacité de faire les tests c'est quoi? C'est une journée. Ça ne prend pas diplôme pour avoir un test de chlordécone sur les produits qui sont vendus sur nos étals. Comment se fait-il qu'on n'oblige pas le test de chlordécone sur les produits qui sont vendus sur nos étals pour dire, à la limite qu'on me dise que sur vos étals, c'est... imaginons même les 20 microgrammes dont il parle. Imaginons 20 microgrammes. Mais que vous ayez l'obligation de faire les tests, au moins, pour garantir que les produits qui sont vendus ont obligatoirement été testés, et que deux, ils sont à moins de 20 mg. À la limite, moi, consommateur, ça pourrait me rassurer, même si je peux comprendre en tant que médecin qu'on veuille que ce soit à 0. D'accord. Mais au moins qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Or là, on ne va pas au bout de la démarche. On dit, non, 20 microgrammes, c'est bien. Et puis débrouillez-vous. Comment je sais qu'il y a 20 microgrammes dans de Dachine qui m'est vendu? Oui, alors Dr Moutouzi, ou dans le poisson que je consomme. Je rejoins le développement que vous avez fait précédemment. Quand vous dites que l'organisme en charge du contrôle à la Martinique n'a pas contrôlé le marché de Fort-de-France, là vous allez acheter tous les samedis. Tous les marchés. Moi, je voudrais remettre cet avis dans le contexte martiniquais. Je pense qu'ils ont peut-être fait des contrôles chez des vendeurs isolés sur les bords de route. Parce que les vendeurs isolés sur les bords de route... C'est interdit, hein? Ils n'ont pas... Voilà. Non, mais c'est de plus en plus interdit. Il y en a pratiquement plus. Il y en a pratiquement plus. Eh bien, je pense que par là, il y a peut-être eu des contrôles et interdictions. Mais est-ce que l'autorité administrative en charge du contrôle, est-ce que cette autorité a des forces pour aller dans un supermarché, récupérer des produits, des échantillons? Il dit qu'ils font ça. Et puis, publier les résultats avec l'adresse. Ils disent ce qu'ils font. Oui. Mais si vous dites en même temps que sur des grands marchés, là où vous allez, ça n'a pas été fait, c'est qu'en quelque part... Je peux vous donner un témoignage. Un des gros vendeurs en détaillant sur la place, qui est un de mes patients, jamais fait les tests chez lui. Pourtant, il a 4 téléphones. Chaque fois qu'il est dans mon camion, là, je n'arrive pas à lui dire d'arrêter de téléphoner. Non, jamais été testé. Et pourtant, il achète sur toute la Martinique. C'est une vache plaisanterie. Voilà. Donc, ça veut dire que la population n'est pas protégée parce qu'il y a des gros opérateurs économiques qui ont la main sur l'organisation du contrôle. C'est dramatique. Ce que vous dites est dramatique. Oui, je voulais juste toucher 2 mots sur la réparation du maire. Les personnes qui ont été intoxiquées. Alors, j'ai pu comprendre que l'État avait pris une part de sa responsabilité, mais pas totalement. Comment ça se passe pour les personnes qui sont intoxiquées, qui ont des maladies professionnelles reconnues à cause du chlordécone? Parce que moi, je ne sais pas, mais l'État n'a pas pris sa responsabilité en totalité comme c'était prévu. C'est une parcelle, il a pris partiellement sa responsabilité, et les personnes qui étaient autour, qui étaient coupables de ce crime, au final, c'est pas important. Mais ne faites pas fâcher, monsieur. C'est plus important. Alors, moi, ma question, c'est comment s'organise la réparation? Les personnes qui ont été malades par rapport à ça, qui ont un certificat médical prouvant que c'est à cause du chlordécone qu'il a développé telle maladie, comment ces personnes sont... Alors, je voudrais dire des choses qui me paraissent importantes. La première des choses, c'est que, contrairement à ce que... Enfin, contrairement à la réflexion générale,
de parler de la santé. Ce n'est pas le problème de la chlordécone n'est pas un problème seulement de santé. C'est un problème d'empoisonnement d'un pays. Ben oui, c'est ça. Et ça, je l'ai bien vu dans mon association. Quand on a travaillé sur les rivières, qu'est-ce qu'on a constaté? Puisque on dit que ça va durer 600 ans. 600 ans, 6 siècles. Le préfet a fermé la pêche. Fermer la pêche, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller. Il est interdit d'aller dans les rivières pêcher. Bon, et bien qu'est-ce qui se passe dans les rivières? Nous avons découvert que la faune endémique, celle que nous connaissions, est en train de disparaître au profit d'une autre faune qui arrive, qu'on appelle les exotiques envahissants, espèces exotiques envahissantes. C'est-à-dire que c'est les tortues de Floride, c'est l'écrevisse Kérax et c'est un poisson qu'on appelle pléco. Ils sont en train de se multiplier et de faire disparaître la faune endémique de la Martinique. Alors, donc il y a vraiment un travail à faire pour les éliminer. Hein? Et je ne sais pas si ce travail sera payé par les fonds. Alors, la deuxième chose pour répondre alors c'est vrai que l'indemnisation, il y avait 2 indemnisations. La plus simple et qui semble avoir disparu, c'est celle du stress. Oui, c'est ça. Alors, si vous avez un stress parce que vous avez de la chlordécone, que vous ne savez pas quelle maladie que ça peut vous déclencher, vous faites un dossier et on vous donne 15 000 euros. 15 000 euros. Oui, et je crois que l'État vient de retirer ça. D'éliminer ça, c'est ça? Il l'a retiré. Bon, oui. Ils ont payé quelques. Ils ont payé 4 ou 5. 4 ou 5 personnes. J'ai pas été assez. Ils ont décidé d'enlever ça. Et la motivation, c'était le préjudice d'anxiété. Voilà, le préjudice d'anxiété. Ça a été retiré. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la maladie professionnelle. Mais la maladie professionnelle n'est pas bien indemnisée, vous le savez. La maladie professionnelle, c'est comme l'accident du travail. Donc, avoir 300 euros, 400 euros. Bon, ou alors on vous donne 400 euros une fois? Non, ce sont des rentes. Ce sont des rentes. Enfin, ça ne représente pas grand-chose. Bah non, ça ne représente rien du tout. Il y a aussi, vous pouvez, à mon avis, hein, vous pouvez attaquer sur le plan administratif, comme ça se fait aux États-Unis. Et si vous avez un cancer de la prostate, par exemple, ou un autre cancer en lymphome, par exemple, que vous croyez que c'est bien ce qui vous est arrivé, vous pouvez, comme les types qui ont attaqué pour la cigarette, ils ont eu 200 millions, hein, c'est pas du tout le même chiffre. Hein. Seulement, je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas ça. Mais il faut avoir déjà les moyens financiers pour payer un avocat. Moi, je voulais juste dire que, vous voyez, un dossier comme celui-là, c'est pour ça que je regrette vraiment, vous allez encore dire que je tire sur les politiques. Mais j'ai vu nos propres représentants, M. Lurel, sénateur de la Guadeloupe, et notre sénateur, je ne sais plus lequel nous avons ici, ou je ne sais plus, c'est un sénateur guyanais, alors que l'un disait, ah, c'est pas bon qu'ils aient enlevé ou retiré ça. M. Lurel à la télé en train de dire, mais non, on a bien négocié, l'accord est bon, tout va bien. Donc même sur des sujets qui nous concernent, qui concernent nos enfants, parce qu'à la limite, bon, on arrive à un âge où je peux partir en paix aujourd'hui, même si je n'ai que 55 ans, mais au moins j'espère avoir bien vécu. Mais il s'agit de nos enfants, même sur des sujets aussi importants. Parce que le chlordécone, ça ne touche pas que les cancers, etc. On sait de quoi il s'agit, c'est sûr. On en parle souvent. Même sur ça, nous sommes incapables d'avoir une position commune. Unitaire. Quitte à ce qu'on me désavoue, parce que l'Assemblée, je ne suis pas majoritaire ou parce que je n'ai pas les appuis. Mais au moins que nous ayons une demande commune, une réflexion commune sur nos territoires. On y arrive. Et ça, pour moi, c'est la honte. Je voulais juste poser une question. Non, parler des sargasses. Je voulais poser une question. Mais non, il faut arrêter. Alors, pendant qu'on était, pendant cette séance-là, je vous ai dit qu'il y avait le député Giovanni William. Il a interpellé le préfet en lui disant que le chlordécone était certainement une chose extrêmement importante, mais que le sargasse était en train de prendre le pas, d'autant qu'il y a des gens, effectivement, qui n'arrivent pas à rester chez eux.
Alors, il y a des gens qui, sur cette côte atlantique que vous connaissez, les gens n'arrivent pas à rester chez eux parce qu'il y a une odeur qui les empêche de rester, les frigidaires tombent en panne, la télévision est bousillée, etc., etc. Que c'est vrai. Alors, le préfet répond que cette année, c'est la plus grosse année de sargasse. On n'a jamais vu ça à la Martinique, autant de sargasse. Il y en a en quantité tellement importante que c'est le préfet qui dit qu'ils essaient de mettre en place les moyens en face de ce problème, mais enfin, le député semble dire que la France regarde ailleurs. Oui. Alors, moi, je ne vais pas entrer dans les détails de ça. J'ai entendu récemment, pour le Robert, ils avaient 3,4 millions, ils n'ont utilisé que la moitié, etc. Bon. Mais je tiens à dire quand même que cliniquement, pour moi qui suis médecin au Robert, encore ce matin, il y a une pluie, la pelle est venue essayer de nettoyer un peu. Quand il pleut, c'est-à-dire que l'odeur que vous avez, si elle était à 10, elle monte à 20. Oui. Parce que la pluie remue les sargasses et fait monter une odeur encore plus exécrable. Et ça donne des diarrhées. Moi, j'ai une dame ce matin, diarrhée, juste le fait qu'elle ait respiré ça, ça déclenche des diarrhées, ça déclenche des douleurs articulaires. Moi, j'en suis absolument convaincu. Chez les enfants, ça déclenche des asthmes, ça donne des bronchites qui sont carabinés. Moi, je suis très surpris que on a dit, il y a 1 an et demi à peu près, ils sont venus au Robert, des médecins, je ne les connais pas, puisqu'on ne nous a pas... Bon, peut-être que c'est aussi de ma faute que je ne me suis pas intéressé forcément au sujet. Toujours parler avec des pincettes. Ils ont fait un certain nombre de prélèvements chez un certain nombre de gens qui vivaient à proximité. Et puis depuis, ils ont disparu. Moi, je pensais que quand on faisait des prélèvements pour ce genre-là, on venait chaque année prélever les mêmes personnes, pouvoir sécher ces personnes-là. L'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation. Bien sûr, est-ce qu'il y avait des choses qui s'est dégradées? Est-ce que c'est l'évaluation. Plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Tout est au point mort, on ne sait pas. Alors vraiment, je suis bibliathèque. Je ne sais pas ce qu'on va nous ressortir dans quelques années concernant les sargasses et notre territoire. Une majorité des communes de la Martinique sont maintenant prises côtières. Tout à fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Littoral. Moi, je pense, en quelque part, comme une situation de guerre, comme une situation chaotique, je pense que l'État est un peu débordé, ou l'État ne veut pas mettre les moyens. Voilà, mettre les moyens. Un peu débordé, ou ne veut pas mettre les moyens, parce que, imaginons, cette même situation s'était retrouvée à Marseille. Bien sûr. Mais il y a eu une... Ça aurait été très différent. Parce que quand je vois la situation de marins, on prend le cas des restaurateurs du marin, les commerçants, les entreprises de nourriture généralement, ou les hébergements, les habitations. Les commerces sont morts. Les familles sont décimées parce que souvent, il faut déménager avec les moyens qu'on n'a pas pour aller habiter sur la côte Caraïbe pour que les enfants puissent s'en sortir, pour que la santé des parents ou des grandes personnes puissent trouver un minimum d'équilibre. Alors ils essaient de faire ça sous la forme de... Ils sont sur Fort-de-France ou ailleurs pendant la semaine et tentent de revenir le week-end dans la région. Mais même en revenant le week-end sur la région, c'est intenable avec les conséquences que le docteur Mpaye vient de mentionner. La santé qui se dégrade, la situation économique qui meurt. Quand on parle du Nord, j'ai entendu un commerçant, un restaurateur de Marigot qui parlait. Et nous-mêmes, quand on prend la route, quand on fait Pontaléry-Robert et on monte à Basse-Pointe, il n'y a aucun doute, les gens du Sud qui roulent par là, ils sont pressés pour ne plus y aller. Et quand vous vous rendez compte que les gens du Nord de cette partie-là sont obligés d'être enfermés dans ce nuage toxique qui dégrade leur santé, on peut dire que l'État n'a pas pris la dimension de la gravité et des conséquences non seulement contemporaines, mais à venir de ce qui se passe là. Et paraît-il qu'en France, l'État a été condamné. Oui, alors il y a eu le même scandale en Bretagne, il y avait une invasion d'algues vertes et l'État français a mis les moyens pour s'en débarrasser. Et elle a été condamnée. Et elle a été condamnée. Alors je ne comprends pas comment en Martinique, ce phénomène existe depuis une dizaine d'années
personne ne fait rien, les gens tombent malades, les frigidaires sont cassés. Et c'est maintenant qu'on est remboursé par l'assurance, bien malement, si on a une assurance bien sûr. Et puis ce qui est catastrophique, c'est que la biodiversité, elle meurt. Les poissons en bas des sargasses, elles meurent. Hein? Les oursins sont déjà malades. Tout meurt. Tout meurt. Y compris les abeilles. Voilà, eux, ils ont disparu. Et on ne parle même plus d'eux. Y compris les moteurs des bateaux, des engins de travail des pêcheurs. Non, mais vous allez même loin. Je vous signale que les enfants qui ont été scolarisés à la Scole Robert. Oui, au Robert, ils ont été déportés à Trinité. Je vous signale qu'actuellement, ils ne vont pas à l'école. Ils sont pas à Trinité? Ils ont pratiquement plus pas eu d'école depuis le mois de mai. Parce qu'ils sont allés à Trinité, ils sont à Trinité. Après, tout de suite, là, actuellement, il y a des examens partout. Ils ne peuvent plus aller composer puisqu'il y a plus. Donc, ils ont perdu pratiquement un mois et demi de classe. Et pour le routier, c'est vraiment. Est-ce qu'il y a un moyen de se débarrasser des sargasses quand elles ne sont pas encore arrivées sur les plages? Mais il y avait un système de filet. Vous savez d'où viennent les sargasses? On dit que c'est la brume des sables qui engraisse la mer, qui vient d'Afrique. C'est les eaux de l'Amazone qui sont remplies de pesticides et de fertilisants. Qu'on veut utiliser, oui, bien sûr. Alors comment vous allez faire? Multifactoriel? Oui, c'est multifactoriel. Non, mais monsieur Larcher parle certainement des moyens mécaniques pour contourner l'échouage. Alors, il y avait déjà un système de mécanique. C'est-à-dire des filets. Il y a un système de filets, ça ne fonctionne pas. On les met dans une barge, une immense, enfin dans des immenses barges. Non, les filets au loin, au large. On les recueille dans une immense barge, on les recueille en mer avant qu'ils ne s'échouent. On les recueille, la barge est pleine, dans un filet, on ferme le filet et on clappe en mer. C'est-à-dire on clappe en mer, c'est-à-dire que le filet descend au fond. Pourquoi? Sur quel site? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un le sait à la Martinique? Je ne sais pas. Est-ce que le préfet le sait? Où c'est qu'on va déposer ces sargasses? Je ne sais pas s'il le sait. Mais vous avez... En tout cas, personne n'a fait d'études d'impact. C'est peut-être le avant de clamper en mer, il doit y avoir une étude d'impact. Mais docteur, la dernière fois, vous avez... Ça veut dire jeter. Oui. Mais docteur, vous avez expliqué la dernière fois que c'était un système qui n'était pas forcément efficace. Est-ce que les sargasses sont assez suffisamment lourds pour descendre au fond? Je ne sais pas. C'est inefficace. Non, s'ils l'ont fait, ils ont fait des essais. Non, ils n'ont pas fait d'essais. Non, ils ont constaté que la densité de la matière compactée permet de plonger. Non. Ça ne plonge pas facilement, mais ça plonge quand même. Je vous en parle savamment. Ils ont essayé de me démontrer un jour que les bouts de dragage qu'on clapait en mer descendaient à 1000 mètres. Et moi, je lui ai expliqué qu'à 3 mètres. Il m'a dit 1000 mètres. Moi, je ne lui ai pas dit 10 mètres. Hein. J'ai dit en 3 mètres, la boue s'est liquéfiée et la boue est partie avec les courants marins dans le reste de la mer. Il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Est-ce qu'on peut jouer sur les courants marins pour qu'ils envoient le... Alors bon, personne ne sait. D'ailleurs, les études de courantologie sont assez compliquées. Et à la Martinique, on n'en a pas tellement. Hein. Et les machines qui permettent de ramasser les sargasses? Il n'y en a pas suffisamment, mais... J'ai vu le nombre qui arrive sur les plages. Ah non, c'est pas possible. C'est un phénomène extraordinaire. J'ai vu par exemple au Vauclin, les plages sont pleines déjà de masse de machins qu'on a récoltés. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Justement, on n'a pas de place sur terre pour les mettre. Voilà, pour les mettre. Sur la mer. En réalité, les hommes que nous sommes capables d'aller sur la Lune, sur Mars, mais on ne peut pas se débarrasser des sargasses. C'est ça. C'est faux, ça. Non, c'est pas qu'on ne peut pas. Écoutez-moi, c'est qu'on ne met pas les moyens pour le faire. On ne met pas les moyens pour le faire, c'est ça la réalité. On peut aller les poser sur Mars. Quand je voyage inter-île et que je regarde la mer, il y en a partout, hein, des sargasses. Il y en a partout. Et vous savez que c'est devenu la hantise. C'est devenu la hantise des pêcheurs. Mais bien sûr. Parce que s'ils se font prendre à l'intérieur des sargasses, ils ne peuvent pas en sortir. Ils sont obligés de contourner. Et ils vous disent bien, ils font des contours extraordinaires pour ne pas se prendre dans une aire parce que, en plus, les hélices ne découpent pas forcément les sargasses en question. Donc, ils sont obligés à chaque fois de faire remonter le moteur et puis d'enlever à la main pour pouvoir avancer. Mais le pire, c'est la saison touristique parce qu'on rentre en pleine saison touristique, nos plages sont infestées de sargasses. Les hôtels ont ces mauvaises odeurs, les restaurateurs sont en difficulté, c'est compliqué. Il y a deux grosses situations. Il y a une situation sanitaire, certes,
Mais il y a une situation économique qui est extraordinaire. Oui, qui est extraordinaire. C'est une catastrophe pour le côté Caraïbe de la Martinique, le côté atlantique de la Martinique. Merci beaucoup. C'est la grosse catastrophe. catastrophe. Vous voulez parler de l'euthanasie? Oui, alors j'ai écouté un débat qui m'a assez surpris quand même. Et j'ai entendu, dans ce débat, j'ai pu comprendre que l'euthanasie avait été autorisée. Alors c'est vrai qu'on a parlé, avant parlé de soins palliatifs, donc les soins palliatifs c'est pour permettre la gestion de la douleur qui n'a rien à voir avec l'euthanasie. C'est la gestion de la douleur quand on va mourir. Oui, quand les cas désespérés. Dans les cas désespérés, bon, c'est la gestion de la douleur, voilà. Mais là maintenant, une personne qui souffre énormément peut demander de se tuer, voilà. D'abréger ses souffrances. Et cette personne, alors c'est pas le médecin qui abrège ses souffrances, c'est lui-même, le patient, qui va abréger ses souffrances tout seul. Parce que les médecins ont décidé de ne pas prendre cette responsabilité, d'après ce que j'ai compris dans le débat. Mais ils ont bien raison. Dans le débat, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, les médecins ont décidé de ne pas prendre cette responsabilité. Pas du tout. Donc, comme il y a deux médecins sur le plateau, j'aurais bien aimé qu'on ait plus d'éclaircissements sur ce sujet, s'il vous plaît. Oui. En fait, des éclaircissements de ces médecins. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous prenez vos risques. La loi elle a été votée, mais elle demande une deuxième lecture, puisqu'elle repasse avant d'être... En fait, ce qui a été validé, en réalité, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, il faut que la maladie soit incurable. Incurable, oui. Cette maladie peut d'ailleurs être une maladie psychique, d'accord, incurable. Et que, ensuite, que ce soit la personne elle-même qui s'injecte le produit. Sauf si et seulement si elle n'est pas en mesure de le faire. Oui. Dans ces cas-là, on peut demander à un médecin de le faire. De le faire, oui. En réalité, c'est ça. Oui. D'accord? C'est ça l'euthanasie. C'est bien de définir que c'est incurable. Oui. D'accord? Il y a la notion d'incurabilité, la notion de la capacité à dire je fais le geste. Avec 15 jours, d'ailleurs, ils ont mis un délai de 15 jours entre le moment où je décide, moi. Je décide, et puis je dis oui, je vais le faire, et puis on vous laisse 15 jours pour pouvoir réfléchir de nouveau et redonner de nouveau un oui pour pouvoir le faire. D'accord. Donc c'est ça qui a été acté. Voilà, au niveau de la décision. Alors dans le débat, c'est vrai qu'il y a des médecins qui ont dit qu'ils n'étaient pas vraiment... Il y a libre choix. Voilà, on n'oblige pas les médecins à le faire. Si tu oui, c'est ça. Pas le faire, on n'a jamais obligé un médecin à faire quoi que ce soit. Justement, c'est pour cette raison qu'il y a des médecins qui ont expliqué qu'ils ne veulent pas... comment dire, être intégré dans ce processus, dans le protocole, parce que sur un point de vue ontologique, humain, oui, c'est pas possible pour eux. Non, parce que leur vie, parce que le métier de médecin, c'est d'abord de soigner, c'est d'abord... Il ne faut pas tout mélanger. On n'a pas demandé l'avis des médecins. C'est l'avis d'une société et son évolution. Oui, non, mais il y a des médecins qui se sont exprimés. Non, mais ils peuvent s'exprimer tant qu'ils veulent. C'est pas leur intérêt. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la société. Oui. La société et comment elle réfléchit par rapport à un problème. Le vrai problème ici, c'est les soins palliatifs. Oui. On aborde un sujet de l'euthanasie, oui, en réalité, alors que les sujets de l'application déjà des soins palliatifs, on n'arrive pas à le faire. D'accord. Parce que dans tous les départements de cette République, il y a des départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, par exemple. Ah bon? C'est-à-dire de prise. Oui, c'est la réalité. Il n'y a pas dans chaque département. Ici en Martinique, nous en avons un département de prise en charge des soins palliatifs. Mais il y a des départements encore en France où il n'y a pas cette unité de soins palliatifs. Donc où des gens souffrent de douleurs et sur lesquels on ne peut pas agir sur ça. Donc avant de dire on va passer à l'étape suivante, c'était de dire est-ce qu'on peut déjà commencer par régler ce que nous n'arrivons pas à faire, qui est de mettre en place des soins palliatifs qui soient au moins efficaces. Et ensuite on peut réfléchir à ce que c'est que l'euthanasie et à se donner plus de pouvoir au patient pour décider. Quel est l'intérêt des soins palliatifs? La personne va mourir. Quel est l'intérêt? La gestion de la douleur. Ah oui, par exemple, soulager sa douleur. C'est la gestion de la douleur. Pas seulement ça. Soulager. C'est quoi encore? L'accompagner. C'est l'accompagnement dans le processus qui va jusqu'à la mort. Le médecin ça peut être la respiration, la sensation d'étouffement. Je vais mettre en place un traitement qui s'appelle du midazolam pour que vous ayez moins d'anciété parce que vous avez des difficultés respiratoires. C'est tout un ensemble de mesures qu'on peut mettre en place. Voilà, qu'on peut mettre en place. Pour soulager la souffrance, en fait. Oui. Pas forcément la souffrance, pour soulager, pour diminuer l'anxiété, parce que l'anxiété est une fausse foi. Oui, on peut dire ça. D'accord, mais qui va permettre de rendre la fin de vie confortable. Voilà. Est-ce que la personne qui est en soins palliatifs,
sait qu'elle est en soins palliatifs, c'est-à-dire qu'elle va décéder. Attendez, palliatif, ça veut dire que les soins qu'on vous donne ne vont pas vous guérir. Oui. Et la personne le sait. La personne qui est en soins palliatifs le sait. Bien sûr, vous pouvez même entrer en soins palliatifs et en sortir. Il n'y a pas qu'une seule décision. Le soin palliatif, ce n'est pas qu'une entrée et puis je vais mourir. Sa question est bonne. Il dit, est-ce que le médecin dit au patient qu'il est en soins palliatifs? Bien sûr. Oui. Bien sûr qu'on vous le dit. Il est muté. Puisque vous êtes dans une unité spécialisée, vous êtes censé être dans une unité spéciale de prise en charge. Donc on vous dit que tu es en soins palliatifs. Et heureusement qu'on vous dit la raison pour laquelle tu es en soins palliatifs. Parce que je vous signale qu'aujourd'hui, on ne fait pas de soins sans le consentement éclairé du patient. Alors ma question c'est, quand le patient rentre dans le soin palliatif, est-ce qu'il a une cellule psychologique qui l'accompagne? Moi, je fais du soin palliatif tous les jours. C'est mon deuxième travail à part mon cabinet. Vous avez les orthophonistes, vous avez les kinés, parce qu'il y a les kinés palliatives, qui sont des kinés douces, pour justement atténuer les douleurs, parce que forcément, tout n'est pas forcément médicament. Vous avez de la psychologie, vous avez de la neuropsychologie, vous avez tout. Tout est mis en place, tout un dispositif est mis en place pour vous accompagner. Et vous pouvez dire oui ou non à ce qu'on met en place. Est-ce qu'en Martinique, il y a assez de place dans ce genre de service? Il n'y aura jamais assez de place. Assez. Pourquoi la société se tourne vers l'euthanasie aujourd'hui? Ce n'est pas la société, c'est certains groupes d'individus et d'influences qui poussent à ça. Mais la société elle-même, elle ne réfléchit pas forcément à ça. Ce n'est pas parce que je vous dis aujourd'hui que si demain m'arrive quelque chose, je vais me suicider, que demain, je vais le faire. Mais en réalité, c'est parce que nous sommes toujours dans le plus disant, il faut toujours, pour moi c'est comme ça que j'interviens, c'est plutôt la question à moi, Dr Mbaye. Je trouve que ce n'est pas la question de l'actualité pour moi. La question de l'actualité pour moi, c'est qui suit en plus dans le domaine médical, c'est le soin palliatif. Comment j'accompagne au mieux mes patients dans leur pathologie? C'est ça qui est important. C'est pas que quelqu'un décide un jour qu'il en a marre parce qu'il est... Quand quelqu'un décide, par exemple, il a une maladie incurable, il décide de mettre fin à ses jours, c'est peut-être parce qu'on ne lui a pas proposé, quelque part, des soins palliatifs qui permettent de supporter la douleur en question. Et donc, avant de dire l'euthanasie, il faudrait peut-être fournir aux gens le maximum de soins possibles qui permettent d'atténuer ça. Avant de dire, bon, on n'a pas d'autre choix, ben, il décide ce qu'il veut. Or là, il y a beaucoup de gens qui seront maladies incurables qui disent, bon, de toute façon, je préfère m'en aller parce que c'est la solution qui lui paraît la plus... Mais par faute de budget. Surtout s'il y a une dépression à la pluie. Mais par faute de budget, par exemple, on sait très bien que les hôpitaux sont déficitaires. Est-ce que même si que le patient décide de mourir de son propre chef, est-ce que ça n'arrange pas aussi l'hôpital de se dire, bon, ben, au final, on ne va pas dépenser un tas d'argent pour essayer de faire survivre une personne qui va mourir, en fait? Non, parce qu'en réalité, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision de médecin de dire, vous allez faire l'euthanasie, ou etc. Par contre, ce qui est important de souligner, c'est ce qu'on appelle les directives anticipées. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez chacun le droit d'écrire sur un bout de papier la date, vous mettez la date de naissance, la date du jour où vous l'avez fait, etc. Et vous rédigez ce que vous aimeriez, comment vous aimeriez qu'on vous prenne en charge à la fin de votre vie. Ou si vous arrivez à quelque chose. Imaginons vous avez vous dites, bon, moi, si j'ai des problèmes respiratoires, si on m'a coupé aussi, je ne sais pas moi, si mon cœur, ben, j'aimerais pas qu'on me réhospitalise, qu'on fasse de l'acharnement, etc. Et puis vous notez ça et vous signez au bas de la page. Là encore, oui, mais là encore, ça peut être un petit peu compliqué. Et alors, si je prends le même cas de quelqu'un qui s'étouffe, vous arrivez, vous voyez qu'elle s'étouffe, et vous vous rendez compte qu'elle a des œdèmes partout, et que seulement en la traitant au Lazilix, vous allez faire partir les œdèmes et qu'elle ne va plus s'étouffer. Et elle a dit de la laisser s'étouffer. Qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que là, ce n'est pas de l'acharnement thérapeutique. Là, ça veut dire qu'on a encore des pouvoirs de retour. Si j'ai des pouvoirs de retour, c'est-à-dire que ce que vous avez une pathologie, mais si la pathologie est réversible, c'est-à-dire si je peux vous mettre un traitement qui vous permet de vous sentir mieux et de pouvoir continuer votre vie, je le mets. Mais si par contre nous sommes par exemple sur une insuffisance cardiaque terminale, où on sait très bien que là les médicaments qu'on vous a mis ne servent plus à rien, etc., je ne vais pas absolument vous mettre de l'oxygène parce qu'il faut que vous... Et si vous m'avez donné des directives pour dire qu'à tel endroit, à tel moment, vous n'allez pas me faire intuber parce que je n'arrive plus à respirer. Non, je ne veux pas qu'on s'acharne pour me maintenir en vie. Laissez-moi partir si les traitements conventionnels ne suffisent pas. Dans ces cas-là, on ne mettra pas de traitement conventionnel. On vous laisse de traitement extra, on vous laissera partir tranquillement. Oui, mais docteur Montezum, à mon avis, il n'est pas à exclure, en rapprochement de ce que Cindy vient de dire, que les organismes
sécurité sociale, caisse de retraite, les hôpitaux, quand ils estiment que l'individu au stade terminal ou très proche de terminal représente une, disons, une dérive économique suffisamment caractérisée, je n'exclus pas que la tendance serait d'arrêter l'hémorragie financière. Non, ce sont les médecins qui décident. C'est les médecins qui décident. Les médecins décident. Non, les médecins non, décident. Je peux te dire que c'est-à-dire que j'ai pas dit que les médecins sont des commerçants. Non. Mais c'est pas ce que nous disons. J'ai pas dit que les nous disons commerçants que sont même des si soutiens la sécurité financiers. sociale le dit, il ne le dira pas sans le médecin. C'est ce que je veux dire. À haute voix. Non. Sur la prise en charge d'un patient, les problèmes d'argent, je suis dans une clinique privée, hein, je vous signale que quand il s'agit de maintenir en vie ou de donner des médicaments à un patient, se pose jamais la question de savoir si ce qu'on fait du coût. Non. Ça c'est clair. C'est la loi française. Docteur Mbaye, est-ce que vous seriez d'accord pour que les gens puissent donner certains organes de leur vivant, le plus simple c'est les reins, un rein, contre finance? Non. Parce qu'on ne marchandise pas le corps humain. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Montezum? Je peux vous donner mon rein, parce que nous sommes compatibles, mais je veux être payé. 20 000 euros, 50 000 euros. Dans certains pays, ça se fait. Quel est votre sentiment? Mais attendez. Moi, j'ai travaillé au Gabon. Au Gabon, c'était pas un... Enfin, oui, c'était du sang. Alors, la personne qu'on devait transfuser n'avait pas de sang. Si sa famille n'était pas compatible, on lui disait allez chercher 1 litre de sang. Mais ça se passe dans les années 73. Ça se passe toujours, je vous rassure. Mais je vous pose la même question pour le sang. Mais c'est la même question. Vous arrivez je ne sais pas, vous trouvez quelqu'un à qui vous dites, voilà, le groupe sanguin que je cherche, je vous paye la prise de sang, il paye. Est-ce que ça vous choque? Alors, là, ça ne me choque pas parce que je suis à cette école-là. Et vous, docteur? 60% du sang qu'on utilise en Martinique vient d'ailleurs. Bon. Oui. Imaginons qu'on paye des Martiniquais pour donner leur sang. Est-ce que ça vous choque? Non, ce n'est pas. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'organisé. C'est pas. Si on l'organisait. Non, on ne peut pas organiser ça. C'est ce que je vous demande. Pourquoi on ne l'organiserait pas? Parce que c'est quelque chose qui doit participer d'une société. Si une société ne se peut pas dire... Quand on vous donnait votre sang, ce n'est pas comme si le sang, vous n'en aviez plus ou que vous allez vous régénérer avec le temps et récupérer ce que vous avez donné. Ce n'est pas quelque chose qui se marchande. Si je donne mon rein, je n'aurai pas d'autre rein en remplacement. Ouais. Si je donne mon sang dans un mois... ça va recommencer. Ça fait le bug. Non, mais tu peux continuer, mais ça a bugué. Dans un mois... Attends, ne continuez pas, il va venir nous dire s'il y a un bug pour le moment. Ça peut être un bug sur ici, de nos écrans, et pas forcément là-bas. Il va nous dire. Il arrive. Mais ce bug-là on doit continuer. D'accord. Comment vous êtes table comme ça? Tu n'as pas vu ça, que ça gênait pas l'enregistrement? Bon, on continue. Donc je dis... Attends. Oui, je reprends là où j'étais. Il faut savoir où tu étais. Oui, j'étais sur... Je dis si pour le sang, on régénère. Mais pour un organe, on ne régénère pas. Si je vous donne mon rein, il n'y a pas un autre rein qui va pousser là et puis me dire... voilà, donc sur la marchandise du rein, je suis contre. D'accord? Contre quoi? Contre le fait d'acheter mon rein. Vous êtes contre pourquoi? Ou de le vendre. De le vendre. Je suis contre qu'on le vende. Pour le sang, pour le vendre votre sang, je m'en fous. Parce que ça, je sais que vous allez donner 1 litre. Au bout d'une semaine, vous allez récupérer tout ce que vous avez donné. Ça ne me pose pas de problème. Ça ne joue pas sur votre santé. Mais si vous perdez un rein, vous donnez un rein. Imaginons que vous allez voir un charlatan de médecin ou un type, un quimboiseur, qui vous donne une feuille qui a pour action d'agir sur votre rein. Vous vous retrouvez en dialyse la semaine d'après. Parce que vous aurez perdu le seul rein qui vous reste. Donc on ne peut pas s'amuser à marchandiser quelque chose qui, pour moi, ne se marchandise pas. Je donne parce que je dois donner, parce que c'est ma famille, parce que ou parce que je suis bon. D'ailleurs, vous savez que la loi aujourd'hui autorise. On ne vous demande pas, sauf si vous avez noté que vous ne voulez pas. Ah oui, il faut avoir dit, je ne veux pas donner mes organes à la science. Oui, pour principe. Sinon, si vous n'avez pas noté ça, on vous prélève. Point barre. Oui, le principe c'est l'acceptation et c'est l'exception qui est la dérogation.
Ah non, non, mais c'est important hein, que quand on est décédé, qu'on peut récupérer les organes. Parce qu'on sauve des vies. On est déjà mort, donc on peut sauver d'autres vies. Ils ont fait la loi il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Il y a des gens qui veulent partir avec l'intégrité. Parce qu'on les a rencontrés pour paradis, ils ont besoin de tout. Comment vous pouvez vous asseoir à la droite du Seigneur si vous n'avez pas vos organes? Vous n'avez pas tout. Si voilà, c'est ça le trouble de la religion. Le Seigneur, au contraire, vous faites une dernière action de grâce avant de partir au paradis. Vous allez arriver aux portes de paradis avec les chants, tout ça, encore mieux. Tout ça, c'est une interprétation. Chaque individu par rapport à ses croyances. C'est ça le problème. Le pire, c'est que le christianisme, le judéo-christianisme, a dit des choses quelque part à l'encontre du don d'organes. Voilà. Mais c'est ça le malheur. Sans l'avoir dit vraiment, mais... C'est ça le malheur, parce que, en quelque part, dans le système français issu du droit christianiste, d'ailleurs, le canonique, le corps humain n'est pas mercantile, donc on ne peut rien vendre. C'est un temple. Mais en même temps, quand on voit qu'il y a des gens qui sont arrivés à un stade où ils peuvent mourir parce qu'ils n'ont pas la matière, l'organe nécessaire, ils sont à la fin. Je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas à un moment vraiment faire un comité d'éthique et puis autoriser un vendeur à lui vendre? Parce que c'est vrai, ça a des conséquences. Ça va entraîner une médecine à 2 vitesses avec ceux qui peuvent payer, ceux qui ne peuvent pas payer. Donc il y a au moins ça. Ça c'est vrai. Mais on peut dire quand même qu'à ce stade-là, les gens ne peuvent pas jouer avec l'argent par rapport à leur santé à ce niveau d'extrémité. C'est soit on est une société avec des valeurs de partage, de citoyenneté, chrétienne et tout, soit on n'est pas une société, c'est tout. Mais aujourd'hui, avec les valeurs chrétiennes, on a tendance à ne pas donner. Parce que les gens, disons, les gens pensent que réfléchir, ça coûte cher. Donc, ils préfèrent croire. Ils croient qu'au paradis, il faut arriver au complet. Docteur Montezum, derrière vous, il y a un mur. C'est vrai? Oui, il y a un mur. Imaginons que je projette sur ce mur un aliment quelconque. Une purée de bananes. De pommes de terre. 2 minutes. Vous êtes assimilé, une purée d'igname. Une purée d'igname. Avec du chlordécone. Avec du chlordécone, peu importe. Et on vous demande de nettoyer le mur. Quel est l'instrument que vous prendrez pour nettoyer ce mur? Une serpillière. Vous prendrez une serpillière. D'accord. Et vous, monsieur Charlotte? Une éponge. Une éponge. Et vous, monsieur Samuel? Ça dépend si c'est chez moi ou pas, je peux ne pas nettoyer. Bon, vous êtes obligé. Si c'est chez vous, vous ne nettoyez pas, vous avez une femme. Mais comment vous êtes comme ça? Si chez lui, il ne nettoie pas parce qu'il a une femme. L'interprétation, bon, alors, vous prenez quel instrument? Un karcher. Si c'est à domicile, une éponge, de l'eau. De l'eau, un torchon. Et vous? Je prendrais une lavette. Une lavette, d'accord. Vous êtes une connaisseuse. Alors pourquoi vous prenez une brosse pour vous brosser les dents? On peut prendre aussi une serpillière, ça existe, hein? Après, des serpillères pour se brosser les dents. On dit serpilletté. On peut prendre une karcher aussi. On peut même prendre un bout de bois. D'accord. Mais ce qui est répandu, c'est la brosse à dents, quoi. Ah, en Europe? Pourquoi? En Europe. Parce que chez moi, dans mon village, beaucoup de gens ne font pas avec les brosses à dents, ils font avec il y a un arbre spécial qui donne des filets et puis avec lesquels les gens se brossent. Mais et puis actuellement, ce sont des petites brossettes. D'accord. Bientôt, ça sera électrique. Le soir, on se brosse les dents à mort pour enlever tout ce qu'il faut enlever. Pourquoi est-ce qu'on se rebrosse les dents le matin? Pourquoi on se rebroche? On se rebrosse les dents le matin. On pourrait ne pas le faire. La veille. Non, parce que... on pourrait ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos dents n'arrêtent pas, en fait, de à la fois se démolir et se reconstruire. Ah ouais. Donc vous avez forcément... Prenez une lamelle de viande qui rentre dans votre dent le soir. Constatez que le matin... Imaginez que vous l'avez enlevé le soir. Après non, vous ne l'avez pas enlevé. Elle est là le soir. Non, vous l'avez enlevé. Non, mais c'est autre chose. Non, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je pense. C'est ce que je dis. Vous l'avez enlevé. Vous êtes bien brossé les dents, vous avez pris un cure-dent, vous avez bien brossé les dents. Pourquoi le lendemain, vous allez vous rebrosser les dents? Parce qu'en fait, à l'intérieur, vous ne pouvez jamais tout enlever. Il y a forcément... La décomposition continue à se faire entre vos dents pendant toute la nuit. Et donc, forcément, quand vous levez le matin, vous avez forcément une haleine qui n'est pas agréable. Donc, il faut
Donc c'est une question d'haleine. Oui. C'est pas une question de il y a du liquide qui circule du bas vers le haut, du haut vers le bas, donc la bouche reçoit quand même des liquides du froid. Vous pouvez, si c'est une question d'odeur, vous pouvez mettre ce qu'il faut, du dentifrice et tout. Vous n'avez pas besoin de la brosse à dents forcément. Pas forcément. Non, mais c'est ce que je vous demande. Attends, mais le tartre, Je vous ai répondu. comment vous faites pour retirer le tartre si vous ne vous brossez pas les dents? Mais c'est ce que je demande au docteur, c'est nécessaire. Je résume pour vous. Si vous les avez brossés correctement la veille, le soir, que vous avez mis comme on fait maintenant les petites brossettes entre les fentes pour tout enlever, le matin vous pouvez comme vous ne pouvez pas. Effectivement, comme il dit, c'est une question d'haleine. Mais en dehors de la laine, il n'y a pas de raison particulière. D'accord. Est-ce que le fait de se brosser les dents matin, le soir et tout ça, ça n'esquinte pas un peu les gencives? Ça dépend de comment vous brossez les dents. D'après ce que j'entends, hein, chez les stomatos, les gencives, plus vous les frottez, plus ça circule, plus mieux c'est. Comment dirais-je, mieux c'est. Oui, mieux c'est. De toute façon, un dentiste qui regarde votre bouche, il sait si vous brossez les dents ou pas. Hein. Oui, Parce qu'il voit bien les stries laissées par la brosse à dents que vous faites sur l'émail. Hein. Systématiquement, il vous dira, vous brossez bien, mais peut-être pas aussi bien qu'il faut. Il y a des endroits où vous ne faites pas bien, rien qu'en regardant l'état de vos dents. Hein. D'accord. Les gens qui parlent de vos pays, là, l'Afrique pour aller ailleurs, c'est très gênant pour l'Afrique. Parce que ce sont des forces vives qui s'en vont et qui ne peuvent pas développer leur pays. Donc finalement, c'est très bien qu'on les refuse. Comme ça, ils resteront chez eux et ils vont développer leur pays. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? Pas moi. Je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'en réalité, aujourd'hui, pour une raison très simple, hein, c'est que tous ceux qui sortent, aujourd'hui nous avons les technologies, nous avons l'informatique. Apprendre se fait aujourd'hui de façon tellement simple et tellement évidente. On pouvait sortir avant parce que nous n'avions pas les technologies et que c'était quelque chose qui nous paraissait abstrait. Donc il fallait aller à l'extérieur pour acquérir un certain nombre de compétences dans certains domaines. Aujourd'hui où tout est démocratisé, par exemple, vous êtes agriculteur dans mon village. Vous savez qu'on n'avait pas besoin de sortir ou d'aller apprendre à faire l'agriculture ailleurs. Aujourd'hui, tous les jeunes qui sont partis sans diplôme, moi je ne vais même pas parler des gens qui sont diplômés, tous les jeunes qui sont partis sans diplôme, de mon village par exemple, s'ils étaient restés chez eux, cette main-d'œuvre-là, cette technologie que nous avons maintenant de savoir cartographier les paysages que nous avons, cette capacité à pouvoir planter et multiplier les plantations, aujourd'hui j'aurais besoin de ça pour pouvoir développer chez moi, avoir des cultures que nous pouvons vendre sur le marché. Ces gens-là, ils vivent très bien. Ils n'ont pas besoin de sortir. Vous croyez qu'il est préférable d'aller habiter sous un pont à Chapelle, plutôt que d'être chez moi dans mon village? Je crois qu'il est préférable d'être chez moi dans mon village. Dans ce cas-là, oui. Bien sûr. Oui. Et je parle maintenant pour moi qui aujourd'hui, moi je suis parti de chez moi en 80, je vais dire 90. Je suis parti de chez moi. Vous savez que si j'avais à recommencer ce parcours, je ne serais pas revenu. J'aurais préféré faire les études chez moi. Parce qu'aujourd'hui, un médecin qui vit chez moi, qui travaille chez moi, il gagne mieux et vit mieux que le médecin que je suis qui vit ici. Naturellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution plus que vous. Mais parce qu'il y a une évolution de la société. Il y a ceux qui travaillent bien, qui ont de la connaissance, qui sont de bons médecins, vivent tout aussi bien que moi qui vis ici, bien sûr. Donc, la nécessité de sortir, l'impératif que nous avions à l'époque de sortir, n'est pas le même impératif que les gens aujourd'hui de sortir. Moi, j'encourage aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai investi beaucoup dans l'école, là où je suis, parce que je veux que mes enfants, en tout cas les enfants de mon village, restent chez moi pour pouvoir développer le chez moi. Ils n'ont aucun intérêt à sortir. Non, mais... Et l'Afrique n'a aucun intérêt à ce qu'ils sortent. Mais non. Pourquoi? Regardez aujourd'hui, le Canada dit qu'il a besoin d'infirmiers. L'Allemagne dit qu'ils ont besoin de... Je parle de la médecine, puisque c'est que je connais. Vous avez toute une frange d'une population de chez moi qui décide de partir. Et je soigne les gens comment chez moi? Donc je pense que nous avons à développer les structures chez nous pour pouvoir maintenir et créer du boulot chez nous, pour développer les pays qui doivent être plus conséquentes, certes, mais nous avons besoin, nous aussi, de cette main-d'œuvre. Bien sûr, de cette main-d'œuvre, de développer. Moi, je suis vous avez 3 minutes et l'émission s'arrête. Non, mais moi, je ne suis pas tellement d'accord avec vous parce que je prends l'exemple de la Martinique. Nous sommes une île insulaire. Nous avons des jeunes qui sont à l'école et que des fois, il n'y a pas forcément les formations qu'ils ont besoin sur le territoire. Ils sont obligés de partir pour pouvoir se former. Ou bien,
on va pas se mentir. Vous ne pouvez pas comparer la Martinique avec le pays. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre en compte les paramètres, les différentes situations. La population aussi. Pareil, en Martinique, il n'y a pas suffisamment d'emplois. Il y a plus de chômeurs que d'offres d'emploi en réalité. Donc au final, on est obligé de partir, sinon on ne fait rien. Je suis d'accord. Donc au final, je suis mitigée par rapport à ça. Je suis d'accord avec vous, avec la position du Martiniquais qui part. Et encore, ça se discute. Et encore, ça se discute. Et encore, ça se discute. Ça se discute parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé croire dans le passé qu'il fallait partir, il fallait faire l'administration. Donc beaucoup de personnes sont parties, se sont entirées de l'administration, ils ont laissé le vide dans l'économie, dans la production, dans l'agriculture, dans l'industrie, et puis d'autres personnes ont tout pris, et puis après on critique. Comme le tourisme. Nous n'avons rien. Mais en réalité, nous avons fait une excavation, nous avons laissé l'économie et nous sommes partis. Nous en tirer dans les PTT. Mais vous êtes tiré dans les PTT. Petit travail tranquille. Pas toujours. Pas toujours. Bon. Un petit travail, pas toujours tranquille. Je vais juste dire une phrase, si vous permettez. Une phrase. Et je vais dire que c'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes sociaux aujourd'hui. C'est parce que quelque part, on en parlait dans le bureau tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en discute ici. Vous avez parlé de Numidum. Ouais. L'une des raisons pour lesquelles nous avons des problèmes sociaux dans notre pays, c'est peut-être parce que, quelque part, une frange d'une population comprise entre 15 et 35 ans est partie du territoire. Et donc l'éducation donnée à la frange qui est restante, elle a perdu des modèles, elle a perdu des gens qui pouvaient structurer une société. Conclusion, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de mères seules, une façon de vivre qui n'est pas forcément la façon de vivre et d'éduquer dont on avait quelque temps avant que le bidon ne se mette en place. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous sommes aussi en difficulté aujourd'hui. C'est un des facteurs. Il faut aussi réfléchir. Voilà. C'est encore le catastrophisme classique, nous sommes encore en difficulté. Nous n'avons pas plus de difficultés que d'autres régions de France. Ouais. Nous n'avons pas d'autres difficultés. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire. Merci. J'ai confiance en nous. Merci beaucoup, Dr Montézieux, de nous avoir honoré de votre auguste présence. Eh bien, Auguste. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonsoir José Charlotte, merci d'avoir été là. Oui, eh bien, je dis bonsoir à toute la population et je pense particulièrement à la population du Nord-Atlantique, de l'Atlantique, du Marin, Sainte-Anne, Vauclin, François, Robert, Marigot, Basse-Pointe qui sont sous la coupe des sargasses, sous la souffrance des sargasses et qui ne voient pas le bout du tunnel. Merci beaucoup Cindy d'avoir été là. Merci beaucoup de m'avoir invité et puis je vous souhaite un excellent week-end et puis profitez bien de ce beau week-end pour faire des choses que vous aimez. Merci beaucoup Dr Mpaye d'avoir été là. Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne fête de la musique demain et puis j'espère que la semaine prochaine on parlera des différents métiers nouveaux qu'il y a sur le territoire pour permettre à nos jeunes, au moment où il y a des orientations qui se font partout. Ouais. Hein? Par exemple, pas géographe. J'ai pas entendu. Pas géographe, géographe d'habitation. Merci. Publicité sur Internet. Merci Jean-Michel Césaire pour votre réalisation. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me demander qui est ce Jean-Michel Césaire. Est-ce que c'est un parent à Aimé Césaire, etc. Alors, comme je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. Alors voilà, vous êtes un parent d'Aimé Césaire? On en parle après l'émission. Merci beaucoup. Au plaisir, à bientôt. J'espère que vous serez fidèles à notre rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.